Tu es prêt? Je te donne la parole. D'accord. Bonjour à tous. Et avant tout, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Mansour. Merci, Ismaël. Merci à Galtenay pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir aujourd'hui présenter cet excellent papier de Patch ENA. Donc, comme Mansour l'a dit, hein, je suis diplômé de l'Université Gaston Berger d'un MSc en gestion de données et ingénierie logicielle. Voilà, après cela, j'ai pu aussi travailler en stage, ce genre de choses, avec comme attribut, stagiaire, développeur, après chef de projet, directeur technique et même CTO, jusqu'à ce que je sois pris à AMI, African State Machine Intelligence, là où je suis en train de terminer mon mémoire de fin d'études sur la résolution des problèmes inverses, basé sur une approche à deux niveaux. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis là pour vous présenter ce papier, cet excellent papier qui a été l'œuvre de brillants chercheurs, le patch NR. Tout d'abord, je vais vous présenter le plan que je vais suivre pour cette présentation. Donc, je ne vais pas directement suivre leur plan, genre une lecture, parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre au maximum ce qui se fait aujourd'hui avec ce papier. Et il y a des notions très avancées dans lesquelles, avec les en plus que chez eux, les notions des problèmes inverses est déjà acquise. Donc, le plan que je vais suivre, c'est tout d'abord, je vais plan spécifique de ce papier. Après cela, je parlerai brièvement de ce qui se fait, c'est-à-dire de l'abstract. Ensuite, définir ce que c'est qu'un problème inverse, c'est quoi la linéarité des problèmes inverses, c'est quoi un problème bien posé, mal posé, donner des exemples de problèmes inverses. Après cela, je vais introduire les problèmes majeurs qu'on a dans la résolution des problèmes inverses, à savoir des problèmes de données, comment ça se fait, des exemples dans lesquels on a gravement des problèmes de données, introduire aussi des approches proposées pour la résolution des problèmes inverses, des approches dans le cadre général, pour ensuite terminer avec cette approche qui est basée sur l'étude avec peu de données. Et cela vous permettra d'attaquer directement ce papier qui est le patch NR et la méthode qu'ils utilisent avec leurs nombreuses approches, à savoir le plug and play method, map approach, les normalizing flows. Et chacun de ces méthodes-là, je vais détailler ce que cela signifie. Pour ensuite, voilà, je prendrai des illustrations dans ce papier avec les équations qu'ils proposent et voilà, leur apprentissage et tout. Pour finir, je vais aussi parler de comment ils vont apprendre leur modèle, comment la reconstruction se fait. Et enfin, la conditional partial pour pouvoir aussi introduire personnellement ce que j'ai fait en termes de recherche, en quoi je lis ce papier, qu'est-ce que c'est que la limitation par rapport à mon travail. Maintenant, voilà, je crois que directement, je vais, comme je l'ai dit, parler de... Pour, chez eux, comment ils introduisent ce papier, c'est que dans leur plan, ils commencent d'abord par montrer comment ce patch NR, l'entraînement se fait. Ils commencent par faire ça parce que chez eux, comme je l'ai dit, les notions de problème sont acquises. Après cela, comment la reconstruction se fait. Enfin, ils, euh, ils montrent le conditionnel patch NR, c'est-à-dire pour les modèles supervised. Et ils terminent aussi en montrant que c'est basé sur du map approach. Tout d'abord, je vais commencer par cet abstract-là, comme je l'ai expliqué au niveau du résumé qui a été présenté. Lorsque on cherche à identifier des effets en se basant sur les causes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui où on n'a que les causes, mais on n'a pas il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui où on a des causes. Maintenant, on cherche à avoir les effets. Ça, ce sont les problèmes les plus courants et ce sont les problèmes directs. Maintenant, on se trouve avec des effets et qu'on veut identifier les causes, c'est là où on parle de problème inverse. Et voilà, dans ce papier, il propose une approche qui est basée sur un regularizer qu'ils appellent patch NA. Maintenant, ce patch NA est entraîné sur un modèle de normalizing flow que je vais détailler parce que c'est quelque chose qui est intéressant et aussi sur des patchs. C'est un apprentissage basé sur des patchs de normalizing flow qui va servir de regularizer. Maintenant, en particulier, avant tout, s'il y a des questions, voilà, comment ça se fait? Ils doivent écrire dans le chat ou bien? Si tu dois me dire comment ça se fait. Alors, Oui, maintenant, s'il y a des questions, ils doivent écrire dans le chat et ça sera à toi de relayer. oui, au fur et à mesure, oui. Celui qui a une question, il n'a qu'à mettre ça dans le chat, comme je vais transmettre à Abba.
Ok, d'accord. Maintenant, vous pouvez me poser des questions à n'importe quel moment. Je serai ravi d'en répondre. Voilà. Maintenant, eux, ils posent une approche basée sur un modèle de normalizing flow avec l'apprentissage par tâche. Et l'autre chose qui est très intéressant par rapport à leur modèle, c'est qu'ils parlent de classe d'image. Ce que je vais détailler aussi ensuite. C'est une notion très importante en ce qui concerne la résolution des problèmes inverses parce que beaucoup de méthodes ne proposent pas cette approche de classe d'image, mais une approche basée sur les tâches. Voilà. Ensuite, ils vont parler aussi du map approach, c'est l'approche basée maximum posteriori que je vais ensuite prouver. Et voilà. Ils ont aussi pris des exemples numériques sur la super résolution, qui est un cas de problème inverse, sur les quantités tomographie et aussi sur les denoising, et ils ont eu d'excellents résultats. Maintenant, c'est quoi les problèmes inverses? Je crois que je vais attends, je vais masquer ça. Show whiteboard. Voilà. Les problèmes inverses peuvent se définir par cette équation-là, y égale ax plus epsilon. Voilà. On peut dire que ça, c'est l'équation de base qu'on utilise aujourd'hui pour la résolution des problèmes inverses. Avec y, ce qu'on appelle les observations. A, c'est ce qu'on appelle un opérateur. X, c'est ce qu'on cherche à construire, c'est-à-dire l'image, par rapport au modèle, on peut dire un signal qu'on essaie de reconstruire. Et epsilon, quelque chose qu'on appelle un noise, c'est-à-dire epsilon est un bruit. C'est essentiel de comprendre cela parce que avec les problèmes inverses, on n'a pas les causes. Donc, ce sont les causes qu'on veut identifier. Ce sont ces causes-là qu'on veut identifier. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des observations. C'est les Y. Donc, les A sont les opérateurs. Maintenant, un problème inverse peut être linéaire ou non linéaire. Cela dépend de l'opérateur A. Si A est linéaire, on dit que le problème inverse est linéaire. Et si A ne l'est pas, le problème inverse n'est pas linéaire. Maintenant, il y a trois propriétés qui sont très intéressantes en ce qui concerne les problèmes inverses. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse. C'est quoi un problème bien posé et c'est quoi un problème mal posé? Pour un problème soit bien posé, il faut qu'il réponde à trois critères. La première critère, c'est ce qu'on appelle l'existence. Il faut que la solution existe. C'est ça qu'on appelle l'existence. Ce problème inverse-là doit avoir une solution. La deuxième propriété, c'est l'unicité. C'est-à-dire la solution X là doit être au maximum une. On doit avoir une seule solution pour ce problème donné. Et la troisième propriété, c'est la stabilité. C'est-à-dire que la solution doit continuellement dépendre des données. Ce sont les trois propriétés qui disent qu'un problème est bien posé ou bien un problème est mal posé. Si un problème n'est pas bien posé, ça veut dire que forcément il est mal posé. Maintenant, lorsqu'on a un problème qui est bien posé, résoudre ce problème inverse équivaut à chercher à résoudre cette équation-là, cette norme ax moins y. C'est ça la solution de x. Pour trouver x, pour un problème bien posé, un problème inverse bien posé, il faut juste résoudre l'argument de x de cette équation-là, de cette norme-là à x moins y. Voilà. Donc, c'est au niveau des problèmes inverses, lorsqu'on a un problème bien posé, il suffit de résoudre cette équation. Maintenant, dans le cadre général, tous les problèmes sont en général mal posés. Parce que c'est très compliqué de voir un problème bien posé. Et si le problème est mal posé, résoudre cette équation va donner de très, très, très mauvais résultats. C'est la raison pour laquelle maintenant on a des approches qui sont basées sur des réseaux de neurones pour résoudre ce problème inverse-là, d'autant plus qu'on n'a pas ça. Maintenant, je vais revenir à ce papier. Voilà. Eux, ils apprennent, comme je l'ai dit ici, on a Y observation, A l'opérateur, X c'est ce qu'on doit reconstruire, c'est ce qu'on cherche à avoir, epsilon de bruit. Ça, c'est dans le cadre général. Eux, ils prennent une nouvelle façon disons, de formuler leur équation. Ils disent que Y égale A noisy, c'est-à-dire un bruit, F, c'est un opérateur, et X, c'est ce qu'on doit reconstruire. C'est exactement la même chose, mais c'est juste que eux, ils déterminent ça par rapport, parce qu'ils se préparent à l'apprentissage dans une norme. Donc, on a un noisy qui est le bruit, qui va représenter F, et ici, F, ça va remplacer A, et X, c'est X. C'est exactement ce qui change par rapport à l'équation précédente. Donc, voilà, si F est linéaire, on va dire que le problème est linéaire. Si F ne l'est pas, voilà, le problème ne l'est pas.
Maintenant, on peut citer beaucoup d'exemples de problèmes inverses, notamment dans le domaine de la géologie, dans le domaine... Je vais prendre l'exemple de l'imagerie. Comme vous savez, on ne peut pas prendre des photos de... Supposons qu'on veut savoir comment c'est à l'intérieur du cerveau, comment le cerveau est. Ça, c'est un problème inverse, c'est la tomographie. Donc, on ne peut pas voir à l'intérieur du cerveau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des rayons X, et après, à partir de ces rayons X-là, les mesures qu'on a, c'est ça qu'on appelle les observations. C'est à partir de ces observations qu'on va essayer de résoudre le problème, pour voir les images. Les images vont représenter les X, et les Y vont représenter les mesures vont représenter les Y. C'est ça qu'on appelle la résolution de l'inverse. Maintenant, je vais vous donner le problème principal qu'on a dans aujourd'hui les problèmes inverses, c'est-à-dire les problèmes de données. Comme l'exemple que je vais donner aujourd'hui, que je vais donner maintenant, c'est-à-dire le compte de tomographie, à savoir l'ensemble des images du cerveau ou bien de quelque chose par rapport à voilà, dans le corps humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces rayons X-là, ils sont dangereux pour la santé. Donc, au niveau des... Supposons qu'on veut faire du supervised learning. Quand on parle de supervised learning, c'est-à-dire un apprentissage où on a des grandes fiches. L'image de la label, on l'a déjà. Maintenant, pour avoir ce label-là, il va falloir qu'on mette des doses de rayons X, qu'on envoie beaucoup de doses de rayons X aux patients pour avoir des images très claires. Sinon, les images sont très claires, voilà. C'est la raison pour laquelle obtenir une intervention. Ok. Allô, Abba? Oui. Oui, il y a quelqu'un qui demande de zoomer un peu sur le fichier PDF du papier. Ok, d'accord. Désolé. C'est bon. Je crois que c'est bon. Encore, s'il vous plaît. Ok. Et maintenant? Là, moi, je ne vois plus l'écran, je ne sais pas. Non, attendez, ça Ah, arrive. voilà, Ça voilà, arrive. c'est bon. C'est bon? C'est parfait. Merci. D'accord, super. Ok. Comme je le disais, vu qu'on ne peut pas avoir des photos de l'intérieur de l'homme, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des rayons X et ces rayons X peuvent être dangereux. C'est aussi la même chose pour le MRI, magnétisation imaging, c'est-à-dire, pour ce cas-là, ce n'est pas trop dangereux pour la santé, mais le problème, c'est que pour avoir une image claire, le temps de reconstruction est très, très, très long. Donc, l'obtention de ces données-là sont vraiment l'obtention est vraiment compliquée, voire dans certains cas impossible. Il y a beaucoup d'approches qui sont proposées pour pouvoir pallier à ces problèmes de données, notamment les generative models. Il y a ce qu'on appelle le score generative based qui propose des méthodes génératives basées sur le score. Il y a la régulation par le deep image prior qui est proposé. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'apprendre, mais le temps de reconstruction est très long. Il y a aussi ce qu'on appelle, ODB, le optimisation du déploiement pour une méthode basée sur optimisation. Et cette approche qui aujourd'hui propose une approche comme ils l'ont bien signifié. Maintenant, leur approche, c'est basé sur cette équation-là. L'équation x égale fx plus x. Leur objectif, c'est de minimiser cette équation. Avec ce qu'on appelle la discrepancy, ce que D permet de faire, c'est que D va essayer de voir à quel point l'image reconstruite ressemble à l'observation qu'on a. Ici, F, c'est l'opérateur, X, c'est ce qu'on essaie de voir. Supposons qu'à l'instant K, on a une image XK qui est reconstruite. Donc, D de F de XY va nous dire à quel point cette image-là, construite par F, construite par notre modèle, est proche de Y. Et ici, on a le terme de la régularisation, dont on va parler un peu plus tard. Je vais après détailler le terme de prior parce que c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce papier, vu qu'il nous propose une approche basée sur le prior knowledge.
Maintenant, déjà présent, je peux parler du HNA parce que on sait ce que ça veut dire problème inverse. On veut identifier les causes en sachant les effets. On sait comment les problèmes inverses sont décrits. On a les observations d'un côté, on a l'opérateur de l'autre côté. Voilà, on a l'image à reconstruire d'un côté. On sait aussi ce que ODP veut dire. Donc là, on peut parler du patch NA et parler surtout de ce qu'il parle ici, du normalizing flows. Parce que, comme il le dit, il y a beaucoup de papiers qui, par rapport au livelihood, essaient les normalizing flows. Parce que les normalizing flows apportent des avantages que les autres modèles généraux ne proposent pas. Donc, dans cette partie, je vais parler des normalizing flows, des GAN, des plug-and-play methods. Pardon, Masso? Non, tu peux continuer. Oui, pardon, donne-moi 30 secondes, j'ai une urgence. 5 secondes. Ok. Voilà, désolé. C'est bon. Maintenant, je vais parler des méthodes génératives, des Generative Adversarial Networks pour pouvoir parler de normalizing flow, parce que les normalizing flows sont des cas particuliers qui apportent certains avantages que les modèles génératifs, les Generative Adversarial Networks ne donnent pas. Voilà. C'est quoi les Generative Adversarial Networks? Dans ces modèles-là, ce qu'on a, c'est qu'on a un générateur, on a un réseau de neurones génératifs qui est le générateur et un réseau de neurones discriminatifs qui est le discriminateur. Donc, ce qu'on essaie de faire avec les GAN, c'est que on va essayer de générer des choses. Ici, ce modèle-là, ce réseau de neurones va générer des images et ce modèle va vérifier si les images générées par ce réseau de neurones est vrai ou pas. Donc, on a ici des données qui va. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le principe de distribution est très important en ce qui concerne les GAN. Ici, on a les données, donc notre distribution va dépendre des données, bien sûr. Et ce modèle va se baser sur la distribution pour dire si l'image générée par ce réseau de neurones est réelle ou pas. La chose la plus. Le problème principal avec l'apprentissage des GAN, c'est ça, de savoir si c'est réel ou pas. C'est le principal problème. Comment? L'un des inconvénients des GAN au niveau de l'apprentissage, c'est quoi? On a un entraînement adverse. C'est-à-dire ici, lorsque le générateur envoie les informations lors du forward, on fait du forward, on envoie ici, après on envoie. Lors du backpropagation, ici on a un gradient, ici on a un gradient. Et les gradients peuvent avoir des valeurs déséquilibrées. Parce que supposons ici qu'on a un gradient de l'ordre de 10 puissance moins 1. Ici, on a un gradient de l'ordre de 10 puissance moins 9. Donc, côté backpropagation, on a des problèmes parce que c'est vraiment pas des gradients qui sont équilibrés. Et l'algorithme de backpropagation n'est pas fait vraiment pour ça. Je crois que Abdounia et Ismaël vont plus parler si c'est en ce qui concerne l'apprentissage adversaire. Mais tout ce que je me dis, c'est que ça, c'est un problème d'équilibre en ce qui concerne les GAN. Et ça va se résoudre après avec les normalizing flow. L'autre problème, mais qui ne concerne pas l'apprentissage, c'est l'inversion du générateur. Supposons qu'aujourd'hui, voilà, ce générateur-là génère cette image-là. Ensuite, on aimerait savoir quel est le vecteur latent qui a généré cette image. Avec les GAN, on ne peut pas. On ne peut pas savoir le vecteur latent qui a généré une image donnée. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que la distribution de sortie est implicite, comme ils le disent ici. Comment ça? Parce que ici, tout ce qu'on essaie de vérifier, c'est que si l'image appartient à la distribution ou pas, on n'a pas une fonction de densité qui permet de définir la distribution. Et ça, tout ce qui se rassemble ici, ça va revenir sur ce que je disais, savoir si l'image est réelle ou pas. Vu que la définition des ponctuels de perte est difficile, on n'a pas accès au likelihood, et il est aussi difficile d'évaluer le GAN. Maintenant, je m'explique. Voilà. Ce que fait le GAN, c'est ça. On a ici des ensembles. Et on a un modèle qui permet de... On a ici le générateur qui prend des inputs, je ne sais pas, des vecteurs,
Et on a des inputs qui sortent des outputs. Maintenant, le discriminateur va vérifier si ces outputs-là sont réels ou pas. C'est ce que fait le GAN. Maintenant, qu'est-ce que fait le normalizing flow? Le normalizing flow prend ici des inputs. On a ici des outputs. Maintenant, le normalizing flow fait comme ça. On a ici les inputs. On a ici les outputs. On a ici une fonction f-1. Désolé pour mes écritures. On a ici une fonction f-1. Donc déjà, pour un normalizing flow, la fonction doit être inversible. Et dès l'instant où c'est inversible, ça résout déjà le problème de l'inversion des gradients, de l'inversion du générateur. Parce que ici, vu que c'est inversible, on peut aller en sens et dans l'autre sens. Donc, on pourra connaître le vecteur latent pour savoir sur l'image qu'on a eue, qu'est-ce qui a généré l'image. Et voilà. L'autre problème aussi, c'est que là-bas, on avait quelque chose qui est implicite au niveau de la distribution. Ici, la distribution est explicite. On a accès à la distribution. Certes, elle n'est pas directe, mais on connaît les formules pour calculer la distribution. Pour calculer le likelihood, voilà. Et vu qu'au niveau des GAN, on n'avait pas accès à la distribution, les fonctions de perte qu'on définissait étaient plutôt bidouillées. Là, on peut vraiment définir des fonctions de perte qui dépendent carrément de ce qu'on veut faire. Et voilà, ce sont les avantages que nous offrent les normalizing flow qui sont aujourd'hui beaucoup plus faciles à entraîner que les modèles génératifs Adversarial Networks. Voilà. Maintenant, un inconvénient aussi, il faut le dire, des modèles de normalizing flow comparés au GAN, c'est que le modèle est beaucoup moins expressif. Comment ça va expressif? Je m'explique. Ici, au niveau des GAN, tout ce qu'on a besoin, c'est qu'au niveau des réseaux de neurones, on a des couches, et tout ce dont on a besoin, c'est que au niveau de la propagation, qu'on puisse faire de la propagation. C'est tout ce qu'on a besoin. Mais ici, c'est vrai qu'on parle d'une fonction, mais à l'intérieur, sur les réseaux de neurones, on a des couches, on a des fonctions RLU, ce genre de choses. Ces fonctions-là doivent certes répondre à la propagation, mais aussi, elles doivent aussi être inversibles. Donc, niveau contrainte, là-bas, on n'a pas besoin de cette contrainte-là. Ici, on a cette contrainte-là. Donc, niveau expressivité, on va faire un peu. Mais mis à part ça, c'est beaucoup, par rapport à certaines tâches, c'est beaucoup plus facile à entraîner que les modèles génératifs Adversarial Network. Voilà. Donc, ici, dans ce papier, il utilise les modèles de normalizing flow. Des patchs d'image. Voilà. Vu que au lieu d'entraîner avec des GAN, ils entraînent avec des normalizing flow qui utilisent seulement des patchs d'image. Au lieu d'utiliser la grande image, on utilise l'image patch et ensuite on va apprendre par image. Donc, je crois que là, je vais attaquer la partie d'apprentissage par patch. Voilà. Supposons qu'on ait ici une image de taille 600 x 600. 600 x 600, voilà. On a taille 600 x 600. Ici, 600, ici, 600. Donc, la méthode qu'il propose est basée sur un apprentissage sur peu d'images. Comment ça? Les autres méthodes qui sont proposées utilisent plusieurs images pour apprendre et, comme je l'ai dit, l'obtention de ces images-là ou de ces données-là est très compliquée. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, par exemple, pour le cas de la super résolution, ils ont pris une seule image pour apprendre tout le modèle. Maintenant, lorsqu'on prend une image de 600 x 600 et on se dit, on prend un pixel par patch. Chaque pixel, c'est un patch. Donc, on se retrouve avec 600 x 600 patchs. Vous voyez? Donc, cela va donner genre 36 000, 36, voilà, 36 000 patchs à traîner. 36 000 patchs qu'on va envoyer par rapport au modèle. Donc, cela va directement résoudre le problème de données qu'on avait. On se retrouve avec une image qui sera 36 000 patchs et on va entraîner notre modèle par rapport à ça. Donc, c'est une approche qui est aujourd'hui utilisée dans beaucoup de domaines, l'apprentissage par patch. Et d'ailleurs, les problèmes qui sont aujourd'hui traités avec cette méthode, ce sont les overlapping patchs. Des fois, il y a des patchs qui se superposent. Et ici aussi, ils proposent leur méthode en downsampling pour pallier à cela. Il y a aussi d'autres travaux sur les patchs qui prévoient
tu peux avoir un entraînement par rapport à des matrices de similarité sur des patchs. C'est-à-dire que s'il y a deux patchs qui sont similaires, au lieu d'envoyer ces deux patchs au modèle, on envoie un patch et l'autre patch après. Ce qu'on aura comme résultat, voilà, ce sera la même chose pour l'autre patch. Et cela va rendre le modèle beaucoup plus rapide, d'autant plus que les paramètres vont être diminués, les paramètres du modèle. Voilà. En ce qui concerne l'apprentissage par patch, voilà. Maintenant, on peut parler aussi des classes d'images. Il y a beaucoup de méthodes au niveau ici. The training is dependent from the considered inverse problem, such that the regular answer can be used for different fault operators on the same class of images. Au niveau de la résolution des problèmes inverses, il y a beaucoup de papiers. Lorsqu'ils proposent un problème inverse, ils le proposent sur une tâche donnée. C'est-à-dire, il y en a certains qui proposent sur du, je ne sais pas, MRI. Attends, par exemple, je vous montre. Voilà. Ici, les auteurs proposent sur du patch error sur seulement du MRI. De résolution des problèmes inverses sur du MRI. Mais eux, ils proposent pas sur une tâche donnée, mais sur une classe d'image. Je donne un exemple. Supposons, voilà, je vais montrer même le GitHub. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils appellent les classes d'images sont les images qui se ressemblent un peu plus. Ça sont les images qui s'appellent les matériels. Supposons je vais prendre le cas des fruits. Supposons qu'ils apprennent leur modèle sur des fruits. Leur modèle est déjà appris sur les fruits. Allô? Oui. Abba, est-ce que tu peux partager les liens du repo, s'il te plaît? Le lien du Git. Oui, sur le D'accord. chat, oui, comme ça, chacun va pouvoir avoir accès. Ok, right. Ouais, le chat. Voilà, voici le lien. Donc voilà, supposons que je vais donner d'abord des cas d'exemple de problèmes inverses pour pouvoir illustrer. La super résolution, j'ai parlé de super résolution. La super résolution, c'est lorsque on a des images de basse qualité et qu'on veut avoir des images de haute qualité. C'est ça qu'on appelle la super résolution. Le inpainting, c'est lorsqu'on a une image où on cache une partie de l'image et qu'on veut retrouver toute l'image. C'est ça qu'on appelle le inpainting. Il y a aussi le denoising, le débruitage, lorsqu'on a une image bruitée et qu'on va enlever les bruits pour avoir une image qui n'a pas de bruit. Avec ce qu'ils proposent aujourd'hui ici, ils n'apprennent pas pour résoudre une tâche donnée, c'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas leur modèle pour résoudre la super résolution ou bien les inpainting choses. Non. Ils apprennent le modèle à résoudre pour une classe d'image donnée. Je reviens sur le cas des fruits. Supposons qu'ils apprennent le modèle pour la page NA sur des fruits. Que ce soit sur la super résolution, que ce soit sur le inpainting, que ce soit sur le denoising, leur modèle sera capable de faire toutes ces opérations, toutes ces tâches-là. C'est ça l'avantage principal pour moi par rapport à ce papier-là. Cette approche est très, disons, est très innovatrice du fait qu'il y a beaucoup d'approches qui sont basées sur des tâches, mais eux, seulement par rapport à un seul apprentissage, ils peuvent faire plusieurs tâches. Voilà. Maintenant, les reconstructions sont différentes. Le modèle est déjà appris, le visualisateur est déjà appris, mais après, le modèle va, par rapport à la tâche donnée, c'est seulement la reconstruction qui va changer. Avant d'apprendre, voilà, avant de venir sur comment ils apprennent le patch, je tiens à détailler certains trucs. Voilà, j'ai parlé de classe d'image, j'ai parlé de learning par patch. Maintenant, je vais prouver que l'approche est basée sur du maximum a posteriori. Donc, on sait que en termes de probabilité, qu'est-ce que j'ai mes écritures là? Pas grave. On sait que P de A, sachant B, voilà, égale à P de. Je vais faire des points comme ça.
P de B sachant A. Voilà. A, P de A. Sur P de B. Voilà. Donc, on peut dire que lorsque ici, on se dit que P de B, c'est notre donnée, A, c'est notre X, on peut dire que P de θ, sachant X égale à P de X, sachant θ. Je fais juste seulement un remplacement. P de θ sur P de X. Voilà, c'est ça. Non. Aujourd'hui, tous les magazines sont basés sur cette équation-là, de maximum a posteriori. Mais ce qu'il faut comprendre avant de continuer, c'est que ce terme-là dépend uniquement des paramètres θ. Donc, ce terme-là, on ne va pas l'utiliser. On va supprimer ce terme-là. Donc, on va se dire que les termes qui dépendent de θ, ce terme-là. Ce qu'il faut comprendre, et c'est essentiel, c'est que ce terme-là, c'est le likelihood. Ce terme qu'on a ici, c'est le likelihood. Ce terme-là, c'est le prior knowledge, c'est-à-dire la connaissance a priori. Et ce terme-là, c'est le maximum a posteriori. C'est ce qu'on essaie de montrer, que leur approche est basée sur du map. Maintenant, c'est quoi une connaissance a priori? Parce qu'il va falloir que j'introduise ça pour pouvoir montrer à quel point leur méthode est basée sur ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le prior knowledge, la connaissance a priori. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de machine learning? Ça veut dire que, supposons qu'on veut apprendre au modèle à faire quelque chose, on contraint notre modèle à faire, mais par rapport à ce prior-là. Je vais donner un exemple très basique. Voilà. Supposons qu'on veut un modèle pour reconnaître des ponts. Voilà. Et qu'on avait déjà appris un autre modèle pour connaître la couleur rouge et la couleur verte. Donc, on dit à ce modèle, pour connaître une pomme, il va savoir déjà dire que la pomme est soit verte, soit rouge. C'est ça. Pour donner juste un exemple, c'est ça qu'on appelle une connaissance a priori. Et ça, c'est ce qu'on appelle le prior knowledge. C'est ça qui permet de faire ça. Ça, c'est likelihood, c'est ça que je disais. Mais ici, vu qu'on utilise des normalizing flow, on aura accès à notre likelihood pour pouvoir manipuler l'ensemble de sortes de notre distribution. Et ça, c'est ce qu'on essaie de savoir, c'est le maximum a posteriori. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que si vous voyez bien cette équation-là, on a J de X, Y égale à ça, c'est le terme des données, et ça, c'est le prior, c'est le terme de la régularisation. Ici, on a le paramètre de la régularisation, et là, on a le terme de la régularisation. Donc, ici, leur approche, en quoi ça se fait? C'est juste pour apprendre ce R-là. Donc, ils proposent une méthode pour donner ce prior knowledge, cette approche R-là, pour pouvoir résoudre des problèmes inverses. Leur approche principale est basée sur ça. Maintenant, comment? Tout d'abord, ils utilisent ce qu'on appelle PNP modèle. Les PNP, c'est pas très détaillé dans ce document, mais il y a deux sortes d'optimisation au niveau de l'utilisation. Ce sont les PNP modèles, les PNP méthodes under optimization. Les PNP plug and play, c'est-à-dire ils apprennent déjà en première lieu la régularisation, et en deuxième lieu, ils introduisent ça pour pouvoir résoudre ce problème. Ça veut dire que ce n'est pas appris de manière, disons, alternative, mais c'est appris de manière séparée. Non, comment? Passons directement par rapport à l'âge. Ici, on a certaines images de qualité. Supposons qu'on a M images, M peut-être égal à 3, 4, 5, mais c'est peu d'images. Comme vous pouvez le voir, ici, on dit que M est égal à 1 ou égal à 6, c'est ce qu'ils ont fait dans tous leurs exemples. Dans le cas de la super résolution, une seule image. Dans le cas du comité démographique, 6 images, et c'est vraiment d'excellents résultats. Donc, dans la méthode, d'abord, c'est ce que je disais, ils appellent le normalizing flow qui va essayer d'apprendre la distribution des patchs. Normalizing flow est appelé patch d'image. Il n'est pas sur la grande image, mais on dit des images par patch. Et sur les patchs-là, on va essayer de voir comment les patchs sont la distribution de ces patchs-là. Ensuite,
incorporent ce modèle qui a déjà été utilisé, qui a déjà été appris comme un prior knowledge pour résoudre les problèmes. Voici l'approche. Maintenant, comment ce modèle est appris? Déjà, ils ont divisé les images par PN qui sont de taille S1 fois S2, c'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être cette fois-ci, ça va être des de taille 36, c'est ce qu'ils ont utilisé, juste des vecteurs. Et vraiment lié aux images DI. Comme j'ai dit, si ici on a une image de taille 600, si on prend des patchs et on va se dire que les patchs seront des vecteurs de taille 36 valeurs. 36 valeurs, alors qu'ici aussi on a une image 600 fois 600, on peut avoir 36 000 ou ce genre de choses. Donc on va diviser l'image par petits patchs et ces patchs seront utilisés pour qu'on va être mis dans le fichier de notre modèle. Voilà. Voilà, ils vont supposer que ces patchs vont apprendre seront dans une distribution Q et l'objectif c'est d'apprendre, voilà, d'approximer la densité Q. Comme je dis, hein, là-bas, au niveau des generative models, on va seulement dire la notion de densité est implicite. Hein. Mais ici, on va directement avoir accès à la distribution des données. Donc, pour pouvoir mettre nos propres fonctions, le likelihood et tout ça. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faudrait retenir directement, c'est ce qu'il propose comme loss function. Voilà. Voici le loss function qu'il utilise. Et ici, comme je dis, il y a cette T-1 qui va être le modèle de normalizing flow qu'ils vont apprendre et qui va utiliser seulement des patchs d'images qui ont été bien décomposés pour pouvoir apprendre le modèle. Donc, comme je le disais, c'est déjà au niveau des normalizing flow. Voici la formule générale. Donc, on a ici Px de x. On a d'abord Z de la première distribution et l'ensemble de départ. Ici, on a les outputs, l'ensemble d'arrivée. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est x égale à f moins 1 de z. Et pour pouvoir avoir ça, comme je l'avais dit, la distribution, ce n'est pas direct, mais on peut l'avoir. Et voilà, elle est donnée par cette formule. Ici, comme on le voit, c'est la jacobienne. Donc, tout ce qu'on cherche à faire, c'est maximiser cela. Et maximiser cela, cela veut dire que maximiser son log pour pouvoir passer d'un produit à une somme. Et maximiser son log, c'est minimiser son negative log likelihood. Donc, c'est exactement ce qui se fait ici. Ils utilisent Adam pour optimiser. Maintenant, ça, c'est ce qui se fait au niveau de l'apprentissage. Attention, au niveau de la résolution des problèmes inverses, il y a deux parties. Il y a la partie apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, ici, ce qu'ils proposent, c'est qu'ils utilisent des images de haute qualité. Donc, je prends le cas de la super résolution. La super résolution, c'est quoi? La super résolution, on a des images de basse qualité et on essaie d'avoir des images de haute qualité. Supposons que j'ai une photo qui date de 1964, ce genre de choses, et cette photo n'est pas très claire. Et je veux que cette photo soit claire. Ça, c'est un problème inverse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entraîne un modèle. Dans mon modèle doit ensuite pouvoir être capable de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent ce qu'on appelle un regularizer. Dans le regularizer, il n'y a pas de basse qualité. Il peut donner des images de haute qualité dans le regularizer. Donc, le regularizer utilise des images de haute qualité, regarde la distribution, comment ces patchs sont, voilà, pour comprendre la distribution de ces images. Mais ensuite, au niveau de la reconstruction, il n'y a pas d'image de haute qualité. Au niveau de la reconstruction, on prend l'image de basse qualité, on va essayer de reconstruire dès l'instant où maintenant on connaît la distribution. C'est exactement ce qu'il faut dire. Voilà. Donc ici, une fois que le modèle normal est pris, on va essayer d'utiliser le regularizer pour résoudre le problème inverse. Donc, voilà, ça c'est la méthode qui est très générale. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'ils utilisent ça. Comme je l'ai dit, avant on avait ça. Avant, ça c'est l'équation générale qui est utilisée pour pouvoir résoudre voilà, les problèmes inverses avec du prior knowledge. Sans prior, on n'a pas besoin de ça, mais avec du prior knowledge, c'est ce qui est utilisé pour résoudre le problème inverse. Mais avec le prior knowledge, c'est ça. Maintenant, dès l'instant où le regularizer est appris, et c'est pas cher, on ne va pas entendre, donc donnez-moi 5 minutes pour qu'il finisse. 5 minutes.
Ça marche. Désolé pour cette courte pause. Voilà. Une fois que le modèle a appris, une fois que leur modèle ParchNA est déjà appris, ils utilisent maintenant en tant que regularizer pour la reconstruction. Voilà. Donc, en premier lieu, ils apprennent ce ParchNA, c'est la fonction-là, voilà, par rapport au patch. Maintenant, ensuite, ils utilisent ce patch qui est déjà appris comme regularizer pour résoudre maintenant le problème inverse, en utilisant aussi Adam Optimizer. Voilà, maintenant, déjà ici, pour la reconstruction, j'utilise le likelihood. J'utilise le likelihood pour faire la reconstruction. Maintenant, une fois que c'est exactement ce qui se fait, l'apprentissage est très simple avec juste cette class function. Et voilà, au niveau de la reconstruction, on utilise ça pour résoudre le problème inverse. Et ensuite, ils ont aussi introduit une nouvelle chose qui concerne les apprentissages supervisés. Ils ne vous disent pas vraiment comment, mais bon, par rapport à si on a une information, supposons qu'on a des grands images qu'on veut faire de l'apprentissage supervisé, pardon. Donc, ce qu'ils disent, c'est que cette information-là pourrait être donnée lors d'un apprentissage comme ça. Lorsqu'on donne le pays, on va, disons, de basse qualité, on pourrait donner aussi une image, quelque chose, une information supplémentaire qui correspond à cette partie-là au niveau de l'apprentissage. Ils ne donnent pas l'opérateur, c'est la raison pour laquelle ils mettent point virgule. Mais bon, en tout cas, c'est introduit avec leur modèle de ce qu'ils appellent conditional ParchNA, qui est assez général. D'ailleurs, ils le disent même, c'est pour généraliser leur approche. Model can be generalized to conditional ParchNA if additional provided information is available. Donc, voilà, c'est plus pour généraliser. Et il ne propose pas un opérateur explicite par rapport à ça. Donc, par rapport à la tâche qu'on va faire, l'opérateur, ça, voilà, on va mettre l'opérateur qu'on veut. Maintenant, au niveau de la reconstruction, hein, j'utilise le likelihood ici, voilà. Donc, voilà, pour les analyses, ici, je propose que c'est du map approche. Maintenant, pour les numerical examples, le ParchNA a été testé sur plusieurs méthodes, hein, sur plusieurs tâches, dans la super résolution avec les images de taille. 600 x 600, voilà, avec certains critères. Maintenant, je crois qu'ici, mieux vous parler du code, c'est mieux. Faire comprendre cette chose. Voilà. Avant la super résolution. Voilà. Ça, c'est juste pour faire comprendre. Hein. Comme vous voyez ici, voilà, on a l'image, comme je l'ai dit, on parle d'image, de classe d'image. Ici, on a les images sur le matériel, les images sur le langue, les images sur les lentilles. Et après, ils utilisent, ils entraînent leur patch sur 730 000 étapes. Eux, ils ont entraîné leur patch sur 730 000 étapes et cela s'est fait sur quelques heures, en 2 heures. Maintenant, voici le loss function, comme je l'avais dit, c'est, comme vous voyez, 1 sur n de 1,5, de, voilà, le terme, voilà. Il y a là-bas où c'est plus clair. En bleu, je l'avais noté en bleu. Voilà, c'est ce terme-là qu'ils apprennent, mais avec pas le conditionnel, mais avec le ParchNA, directement. Voilà, c'est ce terme-là qui est représenté ici par ce terme-là. Parce que eux, dans cette équation-là, ici, on a directement le env et le jacq-env. Le env est représenté ici et le jacq-env est représenté ici. Donc, directement, ils mettent le log et voilà, ils ont le terme
très rapidement. Voilà. Donc, je crois que je vais finir par rapport à leurs résultats. Ils ont essayé de faire des tests par rapport aux méthodes qui existent déjà, et on voit bien que le patient performe plusieurs méthodes. Ici, si on voit bien, on regarde les résultats, ils ont eu d'excellents résultats. Et eux, ce qui est vraiment super par rapport à la méthode, c'est qu'ils utilisent une seule image pour faire la reconstruction. Pour le computer tomographie, ils utilisent seulement 6 images, vous voyez bien. Ils utilisent seulement 6 images pour faire le computer tomographie. Donc, normalement, il y a beaucoup de méthodes qui utilisent vraiment beaucoup d'images. Et l'obtention de ces images est plutôt compliquée. Maintenant aussi, en ce qui concerne les autres méthodes qui sont proposées, il y a certains qui proposent les méthodes qui sont basées sur des régularisations adverses, comme ici, on a Local Adverse Regularizer, qui, voilà, au niveau de la régularisation, vont avoir disons, un discriminateur qui va leur dire si l'image est clean ou bien si l'image n'est pas clean. Voilà, de toute façon, c'est détaillé en bas sur les acknowledgements. Maintenant, avant de passer aux questions, je crois que je vais dire à quel point, personnellement, mes recherches utilisent ce papier. J'utilise ce papier parce que ce que je propose comme méthode, c'est la résolution des problèmes aussi en se basant sur pas de données, mais sur une optimisation à deux niveaux. Parce que comme je l'ai dit, eux, ils font deux phases. Déjà, ils apprennent le modèle comme regularizer. Ensuite, ils utilisent pour pouvoir résoudre les problèmes inverses. Personnellement, je fais les deux en même temps. J'utilise ce modèle pour apprendre le regularizer et apprendre le modèle. Le modèle aussi est utilisé pour apprendre. Donc, moi, à chaque étape, je fais les tests pour voir si c'est bon. Après, je corrige le normalizing flow. Après, le normalizing flow est utilisé pour corriger la méthode du problème inverse. Voilà, c'est ce qu'on appelle le unload optimization. Et voilà, pour l'instant aussi, l'autre avantage, c'est que notre modèle pourra et faire les classes d'images et faire une tâche en même temps. Donc, c'est un avantage en plus concernant ce qu'il propose. Voilà. Donc, en bas aussi, il y a des détails qui sont donnés sur les mesures qui ont été prises. Mais bon, voilà. Sur les mesures qui ont été prises par rapport à... Voilà, ça, ce sont des tests qui ont été faits hein, par rapport au débruitage. Et ici, les discussions, l'obtention des grands truths. Voilà, c'est vraiment très compliqué à avoir les grandes images au niveau de certains domaines. Je parlais des classes d'images. Voilà, ça, c'est une classe d'image. Voilà, ça, c'est une classe d'image différente. Ça, c'est une classe d'image différente. L'approche est basée sur ça. L'approche n'est pas basée sur le fait de se donner à une tâche précise. Voilà. Je crois que, Mansour, je crois que c'est ça en gros. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des choses... voilà. Merci pour cette présentation. Je pense qu'il y a deux questions pour le moment dans le chat. La première question, c'est comment tu évalues ce modèle par rapport aux autres modèles qui font la même tâche? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un certain nombre de modèles qui font la même tâche et comment tu évalues par rapport à, en termes de métrique, comment est-ce que ce modèle-là, il se placerait par rapport aux autres? Est-ce qu'il fait mieux? Est-ce qu'il fait moins bien la même tâche pour une même tâche donnée? Ok, merci pour cette question. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont déjà eu assez de tableaux où ils comparent certaines méthodes qui sont faites dans le domaine. Et voilà, comme je l'ai dit, il y a le tableau là qui montre les métriques qu'ils ont eu, les résultats qu'ils ont eu pour différentes métriques. Ça pour montrer que les résultats sont très consistants et sont très, voilà, ils ont eu de très bons résultats. Parce que si on voit bien, ils ont pris différentes métriques et sur toi, on voit bien que sur toi, ils ont eu le meilleur résultat. Et d'ailleurs, chaque métrique est définie ici dans le papier. Par exemple, pour le PSNR, ils vont montrer comment le PSNR se calcule et comment ils ont utilisé aussi les autres méthodes pour simuler, pour montrer que leur méthode est meilleure que les autres méthodes. Voilà. Le PSNR, même les formules sont données. Voilà. Ici, on montre comment on calcule le PSNR. Voilà. Ils utilisent différentes méthodes. Ils prennent l'image reconstruite pour ces méthodes-là, l'observation qu'on a, et ensuite, ils vérifient entre leur méthode et les méthodes-là quelle est la meilleure. Donc, voilà, cette méthode de PatchNA-là est vraiment un papier de recherche qui est très significatif et a eu de très, très bons résultats par rapport aux autres. Ok. La deuxième question, c'est est-ce que l'utilisation de ce modèle
se limite uniquement sur les données de type image ou il est applicable sur d'autres types de données comme le texte ou des données un peu plus complexes comme les molécules? Ah, très bonne question, très bonne question. Au fait, leur patch NR est basé sur, en fait, ce qu'on construit, ce sont les images, mais les mesures qu'on a sont pas pour les images. Parce que si vous voyez bien, certes pour la reconstruction, certes pour la résolution, on a des images de basse qualité qu'on a pour pouvoir construire des images de haute qualité, mais au niveau du computer tomography, on n'a pas des images. On a d'autres choses. On a des mesures qui sont données par des radios transformes, des angles, sont des matrices très compliquées à comprendre. Ce sont des mesures que les radios transformes nous donnent. Même pour le MRI, on a des mesures magnétiques qu'on a. D'ailleurs, on ne sait même pas comment les manipuler. Donc, voilà. Leur méthode est basée sur la reconstruction des observations, parce que les observations peuvent être diverses, mais pour construire des images. Voilà, on va reconstruire des images, parce que comme je l'ai dit, pour le computer tomographie, on essaie de voir, par exemple, à l'intérieur du cerveau ce qui se passe, mais ce qu'on a comme observation ne sont pas des images. Voilà. Mais la résolution des problèmes inverses ne se fait pas seulement sur les images. Le patch NR se base sur les images, mais la résolution des problèmes inverses ne se base pas sur les images. Dès l'instant où eux, ils décomposent l'image en patch, cela veut dire que voilà, ce qu'on reconstruit sont des images. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un aurait des questions à poser? Sinon, je crois que tu pourrais ajouter que voilà, Galtenia avec leur cours de lecture et tout ça, pour les gens qui veulent, qui s'y intéressent et tout. Ouais, je pense, ouais. Ceux qui sont ici, je pense qu'ils sont déjà dans le groupe de lecture. Ah, d'accord. De toute façon, on va continuer la pub au niveau des différentes plateformes de communication. Peut-être une dernière question, c'est, n'est-ce pas, quand on a une image, on la décompose. Est-ce que le modèle qui est utilisé ici, il est invariant? Par exemple, est-ce que si on décompose l'image et qu'on reconstruit l'image, le modèle il est capable de reconstruire l'image en gardant les mêmes propriétés? C'est-à-dire que ce qui était, le modèle, est-ce qu'il est en quelque sorte, il est invariant? Explique. C'est-à-dire, par rapport à un exemple donné, suppose qu'on prend le cas de la super résolution. Si on prend par exemple une image d'un chat, par exemple, mais la position du chat, le chat il est placé à droite ou à gauche de l'image. Et si on dispatche cette image-là et qu'on reconstruit l'image, est-ce qu'on est sûr que le modèle est assez invariant pour garder donc la position du chat qui se trouvait à sa position initiale avant la décomposition? Ah, ok. En fait, ce qui est intéressant en cette méthode, c'est que elle est plus générale que ça. Dès l'instant où on essaie d'approximer la fonction de densité, c'est meilleur que les autres fonctions qui faisaient des modèles génératifs qui parlaient de distribution. Parce que lorsque tu parles de chat, c'est la distribution, c'est une notion de distribution et c'est que voilà, on va reconnaître le chat appartient à ça, appartient à ça. Ça, c'est la notion de distribution. Maintenant, ce que fait leur méthode, c'est meilleur. Dès l'instant où on utilise le normalizing flow, cela veut dire que c'est la fonction de densité qui définit la distribution que le modèle va essayer d'approximer. Ça veut dire que, voilà, par rapport à cette notation, je ne vais pas dire qu'elle est invariante parce que l'invariance est une fonction très bien définie. Donc, je ne vais pas dire qu'elle est invariante, mais disons que par rapport à la fonction de densité, la méthode permet, disons, d'approximer cette fonction de densité qui permet d'identifier ce que c'est exactement ce qui se passe au niveau de la distribution. Ok. Il y a, je pense, quelqu'un qui demande de revenir sur l'image dans le whiteboard avec les fonctions. Avec les Je ne sais pas fonctions. s'il avait une question. Le concernant, si vous pouvez activer votre micro quand vous voulez. Alors oui, ah bah, ça, en fait, c'est les deux fonctions que tu as définies, la fonction f et la fonction z. Parce que Oui. lors de la présentation, j'avais des soucis pour voir le whiteboard quand tu présentais cette partie-là. Ah, ok, Voilà. d'accord. C'est bon. Oui, c'est bon, oui. Ok. Ah, tu aimerais que je revienne, bien c'est bon. Non, juste si tu peux expliquer encore, je ne sais pas si tu as le fil encore ou pas.
Ok, d'accord. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que ce que fait les modèles, les GAN, c'est qu'ici, on a un input, on a un output. Donc, dans les GAN, ça va dans un sens. Donc, voilà. On a un modèle génératif, on a ici des inputs et là des outputs. Ce que font les GAN, c'est voilà, par rapport à un état donné, ils permettent de voir un output. Et ici, on a un modèle discriminant qui permet de voir si ce qu'on a généré, c'est réel ou c'est pas réel. C'est ce que font les GAN. Maintenant, ce que je dis ici, c'est que avec les normalizing flow, on a une fonction qui est inversible. Donc déjà, on a la fonction f-1. Et dès l'instant où on essaie d'approximer la densité, on n'aura plus besoin de discriminateur qui va nous dire si c'est réel ou pas. Non. Donc, on n'aura pas d'entraînement adversaire déjà. Donc, voilà, on a ici une fonction f-1 et là une fonction f. Et dès l'instant où on a une image qui a été générée, on pourrait savoir cette image générale de quel vecteur latent il provient. Voilà. Donc, je disais aussi que par rapport aux entraînements adversaires, il y a Abdunia qui est ici pour pouvoir un peu détailler sur ça. Justement, c'est Abdounia qui a posé la question, je pense. Ouais, je sais. Donc, c'est lui, il pourra bien détailler par rapport à cet entraînement adversaire qui se fait aussi au niveau des gars. Il se Bon, cache, il se cache. bon, il y a Ismaël aussi qui est ici. Quand tu parles d'Abdounia, il est étudiant d'Ismaël. Juste, je n'avais pas compris cette étape-là parce que lors de la présentation, quand tu étais dans cette partie-là, j'avais pris la présentation en même temps la présentation du papier. Ok, d'accord. Mais juste, c'est bien expliqué, j'ai bien compris maintenant l'utilisation. Juste ce que je voulais savoir, c'est quand tu expliquais pour la première fois, quand je perdais le fils, j'étais en train de faire regarder si vraiment il y a une relation entre la fonction G, parce que par exemple, c'est comme si une bidirection là et tu pars de l'autre côté pour avoir les données et tu fais le patch. Mais juste, l'explication est très claire. Peut-être la prochaine fois ou bien on a l'occasion de parler des exemples adversaires dans une autre présentation. D'accord. Merci beaucoup, Abdou. Merci beaucoup. Ce sera un grand plaisir d'avoir un grand scientifique comme Abdounia pour nous parler de ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence. Parce que il y a un peu plus de monde aujourd'hui par rapport aux sessions passées. Ça, c'est excellent. Et vous êtes toujours le bienvenu. Vous êtes toujours le bienvenu. Parce que l'objectif, c'est de faire la vulgarisation de l'IA en utilisant des articles de divers domaines, voilà, domaines d'application de l'IA. Encore une fois, merci à Babacar Djokhane pour cette magnifique présentation. Une dernière chose, peut-être celui qui a enregistré la vidéo, si vous pouvez me la partager. Attends, je mets le mail ici. Pour que j'envoie à Ismaïla afin qu'il la publie sur la chaîne YouTube de Girls AI. Merci encore une fois à toutes et à tous et particulièrement à Babacar Djokhane et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine session de ce groupe de lecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mansour. Merci à tout le monde.